Alors maintenant, 10 heures, on va entrer dans un chapitre intéressant qui est, je veux dire, qui est mon travail. Jusqu'à maintenant, c'était quand même plutôt de la compilation de connaissances, etc. Qui est un travail de simulation de stratégie énergétique. Puisque je travaillais pas mal, quand j'étais chez Alstom, j'ai travaillé pas mal avec l'Agence internationale de l'énergie, qui elle-même fait des scénarios et qui est capable de donner un tas d'éléments sur des hypothèses. Puis bon, quand vous quittez les grandes entreprises et que vous êtes indépendant, si je puis dire, bon, vous n'avez plus le même accès aux données internationales, vous les financez plus. Donc, bon. Et donc un jour, inconscient, je me suis dit, je vais développer mon propre modèle de simulation. Les 5 premières minutes, la première journée, les 2 premiers jours, la première semaine, tout ça, c'était pas trop compliqué. Mais je veux dire, ça a été quand même... dans le concept, c'est pas si difficile que ça, mais c'est quand même un tableau Excel de 7000 cases, interagissantes, enfin reliées, quoi. Parce que l'intérêt d'un modèle, c'est qu'en changeant un seul chiffre, vous avez 250 résultats qui sont mis à jour automatiquement. Donc ça, c'était intéressant. Donc j'ai fait ça fin 2017. Et donc ça me permet, vous me dites une hypothèse, vous dites tiens, moi je voudrais étudier temps de population mondiale de temps, niveau de vie de temps, taux d'électrification de temps, production de l'électricité de telle et telle façon, qu'est-ce que ça donne en termes d'émissions de CO2 et de température. Et 2 minutes après, j'ai les résultats. Donc ça c'est... Alors j'ai fait un certain nombre de scénarios, mais je ne vais pas tous vous les présenter. Alors, déjà, je rappelle qu'on émet actuellement, c'est même dommage qu'on ne voit pas mieux, 36 000 tonnes de CO2 par an sur la Terre, 36 gigatonnes. Ça se traduit en gros par 10 tonnes de carbone pur. Ça, c'est les calculs de Michel Gamow, il m'a aidé quand même pas mal dans ce chapitre-là. Et dans les 10 tonnes, grosso modo, 10 gigatonnes, 6 vont dans l'atmosphère et 4 sont absorbés par les océans, les forêts, etc. Bon, ça c'est juste pour montrer que tout ne va pas là-haut, mais enfin un peu plus de la moitié. Et que dans l'atmosphère, il y en a déjà quand même pas mal. Il y en avait, il me semblait qu'on avait à un moment donné, au début, non, je n'ai pas mis ici ce qu'on avait il y a quelques années, mais actuellement, on en est à 830 gigatonnes. Ah oui, voilà, on était à 230 gigatonnes en 1800 dans l'atmosphère, et on est passé quand même de 230 à 830 gigatonnes dans l'atmosphère. Donc on ne peut pas dire que c'est marginal. On a quand même presque multiplié par 3,5, quoi. Alors, ensuite, bien entendu, premier facteur influent dans le modèle, c'est la population. Donc ça, c'est l'historique de la population mondiale, pareil, depuis 1800 jusqu'à 2100. On est là aujourd'hui, on est 7 milliards et demi, vous voyez quand même. Nous, on est nés là, pour la plupart d'entre nous, par là, quoi, aux alentours. On était 2 milliards et demi quand on est né. On est déjà 7 milliards et demi. Et les hypothèses, moi je ne sais pas moi qui peut faire des hypothèses là-dessus, j'ai pris les hypothèses de l'ONU, qui est quand même un organisme sérieux, je pense. L'ONU prévoit que la population mondiale sera de 12,5 milliards d'habitants en 2100. Et bien entendu, la population mondiale, c'est surtout en Afrique, puisque l'Europe n'aura pratiquement pas bougé à cette époque-là, la Chine aura reculé, l'Inde aura augmenté, mais c'est surtout l'Afrique qui aura explosé, puisqu'il prévoit en Afrique d'avoir 4,4 milliards... Bon, il peut se passer un tas de choses d'ici là, moi je parle... bon, on est obligé de s'appuyer sur quelque chose. L'Afrique aurait 4,4 milliards d'habitants en 2100. C'est-à-dire l'Afrique qui ne représentait que 9% de la population mondiale en 1950 en représenterait 36. Et l'Europe, qui représentait 22% de la population mondiale en 1950, en représenterait plus que 5. Donc, je veux dire, on a quasiment disparu de la Terre, quoi. Donc, c'est ces hypothèses-là, principalement, que j'ai retenues. Ensuite, sur le modèle. Alors, sur le modèle, première étape,
on parle de production de CO2 à partir de la consommation d'énergie. Ça, c'est relativement indiscutable. Je veux dire, on peut discuter que j'ai pris 1100 au lieu de 1000 ou 950 au lieu de 900 sur les émissions du gaz ou du charbon ou du pétrole. Mais bon, ça, c'est indiscutable. Ensuite, il y a une deuxième étape. Ce CO2 dans l'atmosphère se traduit en particules par million dans l'atmosphère. Bon, ça, c'est relativement peu discutable non plus. Je veux dire, c'est assez mathématique. On peut discuter la proportion des 60% dans l'air et les 40% dans les océans, etc. Mais enfin, bon, on ne se trompe pas du simple au double. Hein. Bon. Puis il y a le troisième étage qui est ce ppm dans ses conséquences sur l'élévation de température. C'est ça qui est contesté par les climato-sceptiques. Ils disent, bon, attendez, pour qui vous vous prenez ? Il y a bien longtemps que la nature émet beaucoup plus de CO2 que tout ça, que ce que vous faites vous, et tout ça, ça n'a pas d'importance. Bon. Alors, il faut quand même argumenter les climato. Alors, on ne sait pas la vérité, il n'y a que le bon Dieu qui la connaît, hein, mais bon. Donc, et encore, je ne sais pas, hein. Donc le CO2, donc on a dit, c'est l'augmentation de l'opacité de l'atmosphère et donc qui rend difficile la traversée du réfléchissement des rayons solaires pour repartir. Et donc, comme ils ne peuvent pas repartir, ils réchauffent l'atmosphère et ils refroidissent la stratosphère, puisque la chaleur n'y repart plus. Donc ça, c'est quand même assez indiscutable. Un des arguments du fameux Jean-Claude Jancovici, qui est quand même un gars à écouter, hein, il y a des dizaines de vidéos sur YouTube, il est vraiment un gars intéressant, et c'est un des Français qui connaît le mieux le sujet. Hein. Il a écrit des bouquins très intéressants. Et donc, lui, il dit, par exemple, si on faisait plus 3 degrés en moyenne, c'est déjà prouvé que c'est au moins 1 degré de plus sur les continents par rapport aux océans. Et que sur les continents, même si c'était 4 degrés, c'est encore une moyenne avec des points extrêmes qui peuvent atteindre 6 ou 7 degrés. Donc en fait, il faut multiplier par 2 la température moyenne pour avoir l'effet réel dans certaines parties du monde, pas dans tout le monde puisque c'était une moyenne, mais dans certaines parties du monde. Donc il faut quand même prendre ça au sérieux. En plus, le CO2, comme tous les oxydes, il est stable. Donc il met beaucoup de temps à se déstabiliser. Donc il va rester dans l'atmosphère pendant longtemps. Il rappelle également, ce n'est pas de moi, il rappelle qu'une hausse de température à l'ère glaciaire, une hausse des températures de 5 degrés, bon c'est plus que 3, une hausse de température de 5 degrés a à l'époque fait fondre une couche de glace de 3 km de haut qui recouvrait le nord de l'Europe. 5 degrés, 3 km de glace d'épaisseur en moins, et qui a fait monter, ça c'est indiscutable, qui a fait monter le niveau des océans de 120 mètres. 120 mètres. Ça, c'était il y a 10 000 ans. Pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Donc, on ne peut pas dire c'est de la foutaise. On ne peut pas dire que c'est de la foutaise. Voilà. Et là j'ai mis... j'ai pas mis... ça a mis 100 ans pour être fait. Là, j'ai mis 10 mètres. 10 mètres, non, 10 mètres, je me suis trompé. C'est 100 mètres d'abord. 10 mètres, c'est ce qui arriverait assez rapidement si le pôle sud et le Groenland fondaient rapidement. Il y en a un qui apporte 8 et l'autre qui apporte 3 mètres. Donc 10 mètres, c'est un truc qui n'est pas si compliqué à faire. La Côte d'Azur est foutue. Puis bien d'autres. Et puis Londres, et puis Shanghai, et puis New York, et puis tout ça. C'est dramatique. Hein. Enfin, on n'en est pas là, mais bon. Donc il faut être sérieux. Et donc nous, on a, dans le modèle, moi, je n'ai pas remis en cause ce flux général. Et j'ai travaillé avec les tables ppm CO2 du GIEC. Alors, voilà, bon, je vais aller vite aussi. Voilà comment fonctionne le modèle. Juste une remarque. Pardon. C'est moi qui parle. Les petits Hollandais apprennent à nager habillés. Ah oui. Ouais. Ouais. Donc là, je vais rentrer sans rentrer dans les détails, je vais expliquer un petit peu le modèle.
Donc comme j'ai dit, j'ai fait un modèle par transformation et pas par construction, parce que moi je suis bien incapable de faire le plan de tous les pays du monde, c'est impossible, quoi. Donc j'ai ajusté le modèle pour reconstruire les données 2005 et 2015 qui étaient connues sur toutes les données. Donc je l'ai fait fonctionner pour voir, et je l'ai tuné, pour voir est-ce qu'il est capable de reconstruire 2005 et est-ce qu'il est capable de reconstruire 2015. Et à partir de là, j'ai fait 4 périodes d'avenir, 2030, 2050, 2075 et 2100. Alors, tout ce qui est rouge, c'est ce sur quoi on peut jouer. Donc, vous avez la population mondiale, on met ce qu'on veut. Vous avez le niveau de vie moyen mondial, on met ce qu'on veut. Vous avez, ça vous donne un niveau, là j'aurais dû le mettre en blanc, pardon, ça vous donne un niveau d'activité, c'est un résultat intermédiaire, j'aurais dû le mettre en blanc. Vous avez l'efficacité énergétique, alors ça c'est quand même pas facile à prévoir, Je vais montrer mes hypothèses, je peux m'être trompé, j'en sais rien. Je peux m'être trompé énormément. C'est très difficile de prévoir l'efficacité énergétique. Et puis la privation, parce que les écologistes, ils ne mettent pas seulement l'efficacité énergétique, c'est aussi, quand vous regardez les prévisions de négawatts, N-E-G-A, néga, pas méga, un négawatt, l'effort, c'est principalement la privation énergétique. Donc vous avez le niveau d'activité, vous mettez l'efficacité énergétique, ça vous donne votre besoin d'énergie finale. Une fois que vous avez votre besoin d'énergie finale, vous définissez votre taux d'électrification. Je rappelle qu'il est de 18%, mais il faudrait qu'on aille à 80% en 2100, si on voulait s'en sortir. Et on est arrivé à 18% en 120 ans. Donc, une fois que vous avez votre taux d'électrification, vous connaissez l'énergie qui va venir sous la forme électrique et l'énergie qui va venir sous la forme directe. Une fois que vous avez ça, en direct, vous définissez votre pourcentage charbon, pétrole, gaz, et en énergie électrique, vous définissez les différentes filières fossiles ou renouvelables. Ça vous donne l'électricité produite par type de centrale, en faisant une hypothèse que toutes les centrales sont de 1 gigawatt, pour simplifier, et que même les fermes éoliennes sont un ensemble de 1 gigawatt, comme ça fait une unité de référence, ça vous donne le nombre de centrales par type. Comme vous connaissez l'investissement propre à chaque centrale, ça vous donne l'investissement de chacune des hypothèses. Ça vous donne bien entendu tout ça, ça vous donne les émissions de CO2, la concentration de carbone en ppm et donc le réchauffement du climat. Et en partant des réserves, vous pouvez même calculer la consommation de vos réserves. Mais là, je ne serai plus, je l'ai fait, mais je veux dire, comme on en découvre, ce n'est pas le problème. On en découvre et il y a plus de réserves qu'on croit, quoi. Donc voilà le modèle. Et alors, l'idée, c'est de voir comment je peux concilier les 4 inconciliables. On en a déjà vu un, c'est PIB versus CO2. Comment je peux me croître en PIB sans affronter le problème du CO2 et au plan population en particulier, comment je peux concilier les 2 démos, la démographie et la démocratie. Parce qu'il est évident que dans tout ce contexte, si on monte à 12 milliards et demi, ça risque de ne pas se passer comme une lettre à la poste. On a vu comment les problèmes énergétiques en Syrie, en Afrique du Nord, j'en passe et des meilleurs, se sont traduits. Les gilets jaunes, c'est peut-être un problème comme ça aussi, si on faisait vraiment l'analyse. Ça conduit à des situations qui ne sont pas forcément faciles au plan social, quoi. Alors, tout ça pour montrer comment on peut s'amuser. Donc ici, je peux jouer sur la population. Et là, je peux jouer sur le taux d'électrification. Bon. Donc, dans mon modèle, j'ai navigué un peu par là, de 5 milliards à 12 milliards et demi en population. Et j'ai navigué en verticale de 18% d'électricité à 70% et même 80% d'électrification. Et comme ça, on voit, ça ne coûte pas cher, on change 4 chiffres, on appuie sur un bouton, on a le résultat. Donc, je vais centrer sur 4 hypothèses, parce qu'on peut faire des milliers d'hypothèses, mais je vais centrer sur 4 hypothèses qui sont un peu les 4 points cardinaux qui peuvent nous arriver, quoi.
Première hypothèse, qui sera toujours en jaune dans les slides, c'est ce que j'appelle le scénario K, K comme chaos. C'est-à-dire la population mondiale, avec tout, s'effondre à 5,5 milliards d'habitants. On n'avance plus, on recule. C'est la guerre, c'est les pandémies, c'est différents trucs. Et donc, ce n'est pas du tout les prévisions de l'ONU qui se passent, c'est l'inverse. On a un recul massif de la population. Le pouvoir d'achat, il augmente quand même, parce que les pauvres restent pauvres, et les riches, c'est des pays qui sont moins touchés que les autres, donc ils continuent un peu d'évoluer. Mais tout ça est discutable. Hein. Je veux dire, chaque chiffre, on peut dire, mais en un autre. L'efficacité est réduite, parce que il y a tellement de problèmes à résoudre dans tous les coins qu'on s'occupe bien d'autre chose que de l'efficacité énergétique. L'énergie totale, qui se rappelle combien on en consomme aujourd'hui? Je l'ai dit de le noter même. Hein. 12 gigatep. Hein. On consomme aujourd'hui 12 gigatep dans le monde. Hein. Alors, on consomme aujourd'hui 12 gigatep dans le monde. Avec tout ce problème, on tombe à 8,5. L'énergie par personne, finalement, reste à peu près la même. Parce que l'énergie a à peu près chuté. En fait, la variable d'ajustement, on ne devrait pas parler comme ça, hein, mais dans ce scénario-là, la variable d'ajustement, c'est la population. Et l'électricité, on l'a fait 50% fossile, 20% nucléaire, 30% nucléaire, renouvelable. Voilà le scénario K. Ensuite, oh là là, il y a le scénario des écologistes. Il sera toujours en vert. Si on ne peut pas le lire, on verra au moins la couleur. Le scénario des écologistes, alors eux, bien entendu, la population, on la laisse grandir à 12,5 milliards. Le pouvoir d'achat, il augmente quand même 40% sur le siècle. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui 5 milliards de gens qui ont un pouvoir d'achat pas très élevé. Hein, donc il faut quand même le faire évoluer. L'efficacité énergétique, c'est la plus forte dans ce scénario-là. J'ai mis 50%. C'est-à-dire en 2100, il faut 2 fois moins d'énergie pour faire la même activité qu'en 2015. Vous voyez ce que je veux dire, hein? En respectant les lois de la physique. En respectant les lois de la physique. Non, mais je ne donne pas la solution technique. Parce que non, je ne suis pas capable. Je dis simplement, je fais l'hypothèse qu'en 2100, l'isolation, toutes les technologies qu'on peut inventer en un siècle, en 80 ans, vont permettre de faire la même activité avec 50% d'énergie de moins. On ne peut pas le démontrer, mais on ne peut pas démontrer l'inverse non plus. Hein, c'est une hypothèse. Ce qui ne me paraît pas idiote, non, mais enfin, l'énergie totale passerait de 12 quand même à 14. Mais pour une population qui passe de 7,5 à 12,5. Donc, la consommation par personne tombe de 19 exactement, tombe de 19 à 13. Donc, déjà, ça va râler dans les gilets jaunes, c'est déjà ça, hein, ça va râler dans le monde. L'électrification est à 36%. On est passé de 18 à 36%. On est d'accord, on suit. Hein. Non, mais je veux dire, mes termes. Hein. Et je ne peux pas aller plus de 36%. On va voir, je ne peux pas aller à plus de 36%. Parce que ce qui veut dire que je garde 64% d'énergie directe. Quand je dis 36 électrifiés, c'est comme si je disais 64 énergie directe. C'est la même chose. Hein. Donc, et je ne peux pas aller tellement plus loin parce que comme je ne peux pas stocker mon énergie, je ne peux pas tout mettre sur le vecteur électrique. Il faut que je garde beaucoup sur le vecteur direct. Donc, voilà, l'électrification 36. Je fais 10% de fossiles. Bien entendu, ils ont viré le nucléaire depuis longtemps. Et 90%. C'est Madame Borne hein, qui a demandé à ce qu'EDF, vous avez vu ça dans le journal? Oui. Madame Borne, notre ministre, a demandé à EDF d'étudier un scénario de production d'électricité pour la France, 100% énergie renouvelable. Donc c'est ça, en gros, quoi. C'est ça. Troisième scénario en rouge, il sera toujours en rouge, c'est le scénario nucléaire. Donc là, pareil, 12 milliards. Pouvoir d'achat plus 40, comme les écolos.
Efficacité énergétique, j'ai pris un petit peu moins parce que les écolos, ils vont mettre vraiment la pression sur l'efficacité énergétique et la privation. C'est les deux, hein, Jean-Marie. C'est pas seulement la technologie, c'est aussi le taux de privation, toutes choses égales par ailleurs. Hein. Non, mais et quand tu fais un modèle par déformation, tu ne peux pas savoir qui va le faire. Tu prends simplement un dit, bon, je le fais évaluer comme ça, à voir quels sont les facteurs qui permettront d'y arriver. Donc 40% d'efficacité énergétique et privation. On arrive à 17 gigatonnes pour 12, mais toujours l'énergie par personne passe de 19 à 16. Donc ça râle aussi dans les campagnes. Là, par contre, avec le nucléaire, je me dis, mais je peux faire une électrification à 70%. Elle est permanente. Personne ne m'empêche de faire une électrification à 70%. J'électrifie, tous mes chauffages d'habitat sont électriques, tous mes véhicules, tous mes transports sont électriques, soit par batterie, on ne dit pas la solution, soit par batterie, soit par hydrogène, etc. Je garde pas mal d'industries qui ne peut pas tout passer à l'électrique, encore qu'elle peut en faire beaucoup. Donc, c'est ça la grande force du nucléaire, c'est que je peux électrifier le monde à 70%, ou plus, ou moins, mais autour de 70%. Et je fais zéro de fossiles, là j'en ai vraiment pas besoin, alors que les écolos devaient en garder un peu pour l'intermittence. Hein. J'ai zéro de fossiles, 75% de nucléaire et 25% de renouvelables. Et puis le dernier scénario, qui est probablement un des plus probables, c'est le scénario sur lequel on est en route en ce moment, c'est ce que j'appelle le scénario grande puissance. Et c'est lié au fait qu'on a 4 fois trop de réserves que nécessaire d'énergie fossile. Le scénario grande puissance, c'est de dire, bon, bah, écoutez, les Américains, ils vous disent, va te faire foutre, les Russes vont vous dire, va te faire foutre, les Chinois vont vous dire, va te faire foutre, l'Arabie Saoudite va vous dire, va te faire foutre, l'Iran va vous dire, va te faire foutre. C'est ma vie, l'énergie fossile. Si j'exploite pas l'énergie fossile, je meurs. Et l'Amérique, pareil. Donc le scénario grande puissance, c'est un scénario qui reste fondé sur les énergies fossiles, majoritairement. Comment on dit, on amuse la galerie, hein, on fait quand même du nucléaire et du renouvelable, mais le fond est quand même grande puissance nucléaire. Alors population, toujours 12 milliards et demi. Pouvoir d'achat, je le fais presque doubler, parce que pour se racheter, si je puis dire, de leur politique, ils veulent montrer, les États, que bien sûr on fait du fossile, mais regardez ce qu'on fait au plan social. Les autres, ils vous laissent mourir de faim, nous, on vous donne du niveau de vie. Hein. Donc on fait massivement augmenter le pouvoir d'achat. L'efficacité énergétique n'est pas terrible, parce que bon, on en a de l'énergie, donc elle est de 20%. L'énergie totale passe de 12 à 30, et l'énergie par personne, qui était de 20, elle monte même jusqu'à 28, ce qui permet de développer tous les pays très en retard en ce moment, les 4-5 milliards d'habitants qui ont un niveau de vie lamentable, sans trop toucher au niveau de vie des pays occidentaux. L'électrification, elle progresse un tout petit peu, 25%, et l'électricité est produite 50% fossile, 25% nucléaire, 25% renouvelable. Voilà les 4 grands scénarios. On peut en faire des milliers autour, mais ils vont tous être plus ou moins autour de ces 4 grandes écoles, et ne seront que des variantes de ces 4 grandes écoles. Alors, si on reprend notre historique de consommation d'énergie avec notre point à 12 ici, et qu'on regarde le siècle à venir, on va avoir ces scénarios-là. Donc on a toujours en noir le scénario grande puissance qui monte là-haut, 12 milliards et demi d'habitants, niveau de vie 1,9 par rapport à maintenant, efficacité 0,8, c'est-à-dire j'ai fait une amélioration de 20%. Vous avez le nucléaire, 12,5, 40% de pouvoir d'achat, 40% d'efficacité énergétique. Vous avez ici les renouvelables. Et là, on ajuste par la population. Vous avez le chaos.
avec 5 milliards et demi d'habitants, et bien entendu, vous réduisez la consommation énergétique de la Terre en la faisant passer de 12 à 8,5, et donc les émissions de CO2 en conséquence. Voilà grosso modo les scénarios. Alors, on peut dire, ça c'était des calculs en 2015, on peut dire qu'en 2019, on est sur la route noire, là. On est sur celle-là. Hein. Mais évidemment, enfin, je veux dire, on le prouve par des chiffres, mais je veux dire, on le sent bien qu'on est sur la route noire, mais on dit qu'on veut prendre la route verte. Hein. Mais on est sur la route noire. Alors, on va regarder les résultats des simulations. On a encore 5 minutes avant la pause. Je vais aller vite. Alors, voilà le scénario, je vais tout de suite le scénario ENR. Donc, vous voyez la production d'électricité dans ce scénario-là. Le fossile tombe à 10%. Le nucléaire est arrêté le plus vite possible. Et tout est vert en énergie renouvelable. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est cette courbe-là. Michel, c'est la courbe. Donc, là, on a les années. Et là, c'est les capacités. Là, ce n'est pas la production, c'est les capacités. Alors, vous voyez la capacité installée en vert, là, 50 gigawatts installés, alors qu'en 2015, on est à peine à 10. Mais en rouge, la capacité fatale. Alors, il faut exprimer le terme fatal, enfin, c'est un mot qu'on prend parce qu'il est bien significatif. La capacité fatale, c'est la capacité qui n'est pas disponible tout le temps. Elle n'est pas permanente. Donc, c'est la fatalité. Hein. C'est un peu là que vient le terme, quoi. S'il fait beau, Inch'Allah, il fait beau, c'est la fatalité. Inch'Allah, il ne fait pas de soleil, c'est la fatalité. Donc, vous voyez que la capacité fatale dans ce scénario-là est quasiment égale. C'est normal puisque j'ai pris 90%. Elle est quasiment égale à la capacité installée. Donc les trains ne marchent que certaines périodes de la journée, les usines ne marchent qu'à certaines périodes de la journée, les maisons ne marchent s'allument, etc., etc. Donc ça rend le scénario ENR, je veux dire, hors stockage, ça rend le scénario ENR pas crédible, quoi. Pas crédible. Alors, bon, ça, je vais le passer rapidos. J'écoutais Madame Correr, la DG d'Engie, là, il y a une semaine ou deux, à un colloque. Alors, on ne voit pas les mots, c'est dommage. Alors, elle dit, le modèle pour la France, c'est les 3D, décarboné, décentralisé, digitalisé. Bon, décarboné, on est d'accord. Décentralisé, c'est pas plus mal que centralisé. Et digitalisé, c'est pour faire face à l'intermittence. Donc il faut une usine à gaz d'intelligence artificielle, de capteurs, de machins, pour pouvoir gérer au mieux l'intermittence. Alors, bon, comme j'étais invité, je n'ai pas ouvert la bouche, mais j'ai écrit des notes de mon côté. Je me suis dit, le modèle nucléaire, il est aussi décarboné. Hein. Si on fait des mini-centrales, comme on va en parler tout à l'heure, on peut le rendre décentralisé. Et comme il est permanent, on n'a même pas besoin d'intelligence artificielle pour gérer l'intermittence. Hein. En fait, ce qu'il faut retenir de tous les baratins, et il n'y en a aucun qui en parle, ils parlent tous d'autre chose, la seule phrase importante, c'est « il faut électrifier massivement et rapidement le monde avec de l'électricité propre ». C'est la seule et unique stratégie. Tout le reste, is baratin. Tout le reste, c'est du baratin. On peut vous raconter de digitaliser, de machin chouette, etc. C'est pas ça l'important. Il faut électrifier massivement et rapidement le monde avec de l'électricité propre. Il n'y a pas d'autre issue pour sauver la planète. Alors, ça c'est intéressant avant la pause pour nous mettre en appétit. J'ai fini. C'est les besoins de matériaux par mégawattheure produit. Hein, on est d'accord, on produit de l'électricité. Qu'est-ce que j'ai besoin comme matériaux par mégawattheure produit pour différentes filières? Je vais m'approcher. Vous avez ici, quand je fais de l'électricité par du charbon, par du gaz, par du, je sais pas quoi là, par du nucléaire,
du nucléaire à eau pressurisée, enfin, notre nucléaire d'aujourd'hui, hein, quand vous faites par l'hydro, par l'éolien et par le solaire. Donc ça, c'est les besoins en béton par mégawattheure. On ne le voit pas ici, c'est dommage. J'ai fait ça avec le CNRS de Grenoble, un chercheur du CNRS de Grenoble qui m'a donné toutes les bases. Donc vous voyez déjà le besoin de béton. Bon, ben, c'est sûr que c'est les barrages, on ne peut pas faire pire. Hein. Par contre, les besoins d'acier, vous voyez l'éolien et le solaire par rapport aux autres filières. Le besoin d'aluminium et de cuivre, c'est le même. Besoin d'aluminium et de cuivre, vous voyez l'éolien et le solaire. Donc, en fait, on a énormément besoin dans les énergies renouvelables, on a énormément besoin de matériaux, et ça se comprend, puisque le taux d'utilisation est de l'ordre de 10 à 15%. Mettons 20 pour être très généreux. Ça veut dire qu'il faut construire 5 usines pour avoir l'équivalent d'une, en gros, quoi. Hein? Donc, c'est pour ça que tous les fonds d'investissement se mettent dans les énergies renouvelables, parce que pour les financiers, c'est quelque chose d'extraordinaire. On vous demande 5 fois plus d'argent. Ils ne savent pas quoi en foutre de leur argent, tellement il y a d'argent sur Terre. Donc, il faut investir 5 fois plus, avec des rentabilités souvent garanties. Donc, effectivement, comme il faut investir 5 fois plus, il faut faire 5 fois plus d'usines, 5 fois plus de tout. Si on avait fait ça, on se serait fait virer, nous, comme dirigeants. Hein. Mais c'est la mode, maintenant. Et donc, on a besoin d'énormes... Et donc, on va voir un peu plus loin ici, ça sera, je crois, ma dernière. En béton, vous voyez, pour hydro, éolien, solaire, 10% de la production mondiale, 20% de la production mondiale. L'acier, vous voyez, quelque chose de nouveau qu'appareil qui va faire quand même 10 à 15% de la production mondiale à ajouter. Vous avez l'aluminium, regardez l'aluminium. Les autres en consomment relativement peu. Tout d'un coup, là, pareil, 10% de supplément au moins dans la consommation d'aluminium. Et alors, le pire, c'est le cuivre. Si vous pouvez stocker du cuivre, gardez-le. Ça va valoir bientôt plus que l'or, parce que ça va être une des matières les plus rares nécessaires. Voilà les autres, bon, ils en consomment raisonnablement. Voilà les consommations de cuivre pour l'éolien et le solaire. On arrive déjà à 20%, rien que pour eux, de la consommation mondiale. Et je ne mets pas là-dedans, il faut mettre là-dedans, le fait que les véhicules électriques, dont on reparlera un tout petit peu après la pause, consomment chacun 80 kg de cuivre, les véhicules électriques. Donc, mettez quelques centaines de millions, de milliards de véhicules électriques avec 80 kg de cuivre chacun, je veux dire, les mines de cuivre, sachant que, tout ça j'ai appris ça par mon gars du CNRS, le taux de concentration des mines de cuivre, qui était de 4% il y a encore une vingtaine d'années, est tombé à 1%. Donc il faut manœuvrer 4 fois plus de terre pour récupérer la même quantité de cuivre. Et quand on dit 4 fois plus de terre, 4 fois plus d'énergie. Donc tout ça, la comparaison avec le CNRS de Grenoble, de comparer énergie, éolien et solaire par rapport au moins consommateur de matériaux, qui est le gaz. Parce que c'est une technologie tellement dense, les turbines à gaz, qu'on a besoin de très peu de matériaux. Donc en moyenne, on a besoin de 40 fois plus de matériaux à mégawatt pour faire un même mégawattheure. Hein. Dans la même production, on a besoin de 40 fois plus de matériaux pour les énergies renouvelables que pour les énergies conventionnelles, en particulier gaz. Bon, maintenant, s'il y en a sur la Terre, tant mieux. Hein. Jean Covici, dans ses conférences, il dit même 100 fois plus, mais il intègre le stockage. Moi, je parle 40 fois plus hors stockage. Alors, rapidement, le nucléaire. Bon, le nucléaire, ben voilà son profil. Hein. Le fossile a disparu, le nucléaire, un peu de renouvelable. Voilà les capacités installées. 50, c'est à peu près la même que dans les énergies renouvelables. Simplement, dans les énergies renouvelables, avec 50 installés, je faisais 36% d'électrification du monde, alors que là, avec 50% installés, je fais 70% d'électrification du monde. Je fais le double. Je produis 140 pétawattheures, c'est-à-dire 140 000 térawattheures, alors qu'avec la même capacité dans les énergies renouvelables, j'en faisais 60.
Donc, je fais le double avec la même capacité. Mais tout ça, c'est mathématique, hein, on le sait, mais l'intérêt, c'est de le chiffrer. Ça, c'est le modèle français. En gros, c'est le modèle français. Hein. Et voilà, la capacité fatale due à ça, elle n'est pas négligeable, mais elle reste largement gérable compte tenu de l'importance de la capacité permanente. 2 mots pour critiquer le nucléaire. Voilà le prix de l'EPR. Il va coûter 10-12 milliards probablement pour un nombre prévu qui était je ne sais plus combien, 4, donc 3 fois plus. Voilà le Taishan, ce qu'il a coûté. Les autres équivalents d'EPR dans le monde, vous avez l'AP1000 en particulier, bon, il va coûter un peu moins cher, si quand même, parce qu'il y aura un peu moins de soucis. En fait, le problème, c'est qu'en France, on a perdu complètement l'expérience. On a laissé les gens 20 ans sans rien faire, sans faire de centrale, 20 ou 30 ans. Donc, si nous, dans notre métier, on nous avait interdit de travailler pendant 30 ans, évidemment, le lendemain matin, en arrivant, en reprenant le crayon, on aurait été moins compétent qu'en partant. C'est ce qui arrive à EDF, quoi. À Areva, plutôt, enfin la partie Framatome, quoi. Donc, c'est dramatique. Mais on rappelle quand même que quand on a fait la Tour Eiffel, on a dépassé 3 fois le budget aussi. On ne l'a pas démonté pour autant. Hein. Quand on a fait le tunnel sous la Manche, ça a coûté 5 fois le budget. Bon, ça n'a pas condamné le tunnel sous la Manche. Quand on fait quelque chose de compliqué pour la première fois, ça ne peut pas ne pas coûter cher. Hein. Alors, il faut quand même, on ne peut pas taper sur le nucléaire et pas avoir des arguments. Donc on va passer 2 minutes à donner des arguments. Alors en ce qui concerne les réserves, on a 130 ans de réserves de combustible nucléaire, c'est pas beaucoup dans la technologie actuelle, qu'on peut éventuellement amener à 250. Parce qu'on ne consomme aujourd'hui que 0,7% du combustible. Bon, ensuite, dans la radioactivité. Bon, alors c'est le gros problème, la radioactivité des centrales. Habiter à côté d'une centrale, c'est manger 20 bananes par an. Il y a autant de radioactivité dans 20 bananes que dans ce que émet une centrale nucléaire. Mais non, mais c'est la réalité, c'est pas moi qui le dis. Hein. Tout ça, j'ai été chercher des trucs d'experts, évidemment. 20 bananes. Bon. Voilà, c'est tout. Voilà. Déchets. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de déchets, mais il n'y en a que 0,2% qui sont embêtants. Mais c'est quand même, bon, c'est pas beaucoup, 0,2%, mais il y en a quand même 0,2% qui sont très embêtants. Et en particulier, dans les 0,2, il y a ce qu'on appelle les actinines mineures, qui ne sont pas des produits naturels, qui sont générés par la réaction nucléaire, et qui, eux, sont particulièrement embêtants. Et donc, on a un système de stockage à Marcoule et à La Hague, et on est en train de préparer à Bure un système pour les vitrifier. Et alors, notez ça, que ce n'est pas forcément une bonne idée pour tout à l'heure. On est en train de les vitrifier, parce qu'on dit une fois vitrifié à 500 mètres sous terre, et tout ça bétonné, etc., on est quand même tranquille, mais comme ça a des durées de vie très longues, c'est énormément critiqué. Au niveau de la sûreté, il y a 28 organismes qui surveillent les centrales. 28 organismes. Il y en a 4 au niveau international, 5 au niveau européen et 19 au niveau français. Bon, donc quand même les gars, je peux vous dire qu'ils ne font pas pipi quand ils veulent. Hein. Les incidents. Alors, il y a un audit tous les 10 ans de détail d'une centrale. Audit détaillé. En France, on a quand même 1300 années d'expérience de la même type de centrale. Parce que comme nos 58, c'est la même technologie, leur durée de vie, l'expérience là-dessus, on a 1300 ans d'expérience. On a connu en tout sur les 58, 37 micro-fissures en 40 ans. 37 micro-fissures en 40 ans. C'est sur des parois de 20 cm d'épaisseur. Micro-fissures sur des parois de 20 cm d'épaisseur. On a constaté 688
686 anomalies en une année, mais on classe les anomalies de 0 à 7, et toutes les anomalies constatées étaient au niveau 0 ou au niveau 1. Bon, donc, Ça, c'est pour la France? ça, c'est uniquement pour la... Bah, c'est là qu'on a le plus d'expérience. Hein. C'est même là où il y a le plus... Enfin, il y a les États-Unis qui en ont encore un peu plus... Les accidents. Alors, on a parlé de 3 accidents. 3 Mile Island aux États-Unis, qui a été énormément monté en épingle. On a évacué 20 000 personnes. Mais en fait, c'était aussi l'affaire des 20 bananes. Hein. Donc, il n'y a pas eu un mort, il n'y a rien eu. Hein. 3 Mile Island, il y a 0 victime. Tchernobyl, c'est bien sûr ce qui fait le plus de mal à la filière nucléaire. Mais Tchernobyl, Michel Gameau serait même plus compétent que moi pour détailler, c'est une centrale qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a aucune en Amérique, aucune en Asie, aucune en Europe qui ait de la technologie de Tchernobyl. C'est un truc sans protection. Il en reste dans le territoire de l'ancienne URSS. Mais il en reste encore des mêmes types dans le territoire de l'URSS. Donc ça pourrait réarriver. Mais c'est une technologie. Faut pas juste. C'est comme si on disait, je sais pas quoi, moi tel type de véhicule est nul, donc tous les véhicules automobiles sont nuls, quoi. C'est à peu près le niveau de réflexion. Hein. Elle fonctionne encore, celle-là? Et elle fonctionne encore, oui. Bon, mais ils ont fait des erreurs. Enfin, c'est comme toujours dans les accidents, ils ont cumulé les erreurs à Tchernobyl. Ils ont voulu faire des tests pendant la production, et en fait, bon, ça s'est mal passé, quoi. Alors, là, à Tchernobyl, il y a une 50aine de morts. Je crois que c'est même 38, très exactement. Et on note quand même, paraît-il, 7004 cancers, uniquement chez des enfants, d'ailleurs. Chez des enfants. 7004 cancers qui pourraient être dus à ça. Et c'est uniquement pour les enfants. Mais bon, Tchernobyl, bien sûr, c'est nucléaire, mais il n'y a pas une centrale comme ça en dehors du RSS. Et Fukushima, il y a eu un mort. C'est le premier qui s'est jeté parce qu'on n'explique pas, mais c'est les systèmes de barres. Mais on va en parler plus loin. Il y a eu un mort. Alors, il y a eu 2200 morts, mais par l'évacuation du tsunami. Mais on accuse, évidemment, le nucléaire. Il y a eu un mort par la centrale et 2200 morts parce que ça a été une telle panique, en plus dans des conditions matérielles épouvantables avec de l'eau, de tout ça, des bouts de bois partout qui circulaient. Il y a eu 2200 morts d'accidents pendant l'évacuation. Mais tout ça, on mélange tout et on dit... Et même Claire Chazal, à 20h sur TF1, a annoncé en direct que Fukushima avait fait 20 000 morts, la centrale nucléaire. 20 000 morts, Et vous croyez qu'elle est virée? Elle a été quand même, mais enfin bon. Non, on vit dans un monde, n'importe quoi, c'est plus l'humanité, on est dans l'anarchie la plus totale. Neutrons rapides, donc, les surgénérateurs qui permettraient de produire plus d'énergie finalement quasiment qu'on en consomme. Donc on n'a pas de problème de limite de ressources, mais comme on a dit, la France a abandonné en septembre 2019. Elle avait déjà abandonné. Oui, ça va peut-être revenir. La ville que Mitterrand a fait fermer. Hein, ah oui, elle avait... Il ne faut pas oublier. Oui. Hein, alors, aussi pour défendre le nucléaire, on va vous dire, putain, mais le nucléaire, il reçoit du fric, c'est subventionné, tout ça par les lobbies, etc. Alors voilà, j'ai trouvé, il y a un livre très bien qui est écrit par une dame, une journaliste, j'ai pris ces informations-là là-dedans. Le soutien public, 25 € par mégawatt pour le nucléaire, 476 € par mégawatt pour l'éolien, 920 € par mégawatt pour le solaire. Et après, on va dire qu'on subventionne le nucléaire. En plus, il y a le soutien privé pour le solaire et le... En plus, là c'est le public je parle. Oui, en plus. D'accord. Alors, maintenant, on va regarder, je continue, mais c'est même pas tous mes résultats, je suis toujours dans mes hypothèses des cas de simulation, j'ai encore vachement de chemin à faire. Donc voilà le scénario grande puissance. Hein. Bon, bah, c'est comme maintenant, quoi. On agrandit, c'est le monde d'aujourd'hui qui s'agrandit, quoi. Hein, vous voyez l'image ici. Vous voyez la capacité installée. Bon, elle monte à 40 000. Tout à l'heure, on était à 50 000. Tout ça, et la capacité fatale, elle est faible. Donc tout ça, c'est gérable. C'est pas un problème technique. Ça va être un problème de CO2. Alors, là, on va regarder quelques résultats. On commence par quelques résultats. Ça, c'est ce qu'on s'appelle le taux de sécurité, c'est-à-dire la capacité garantie sur la capacité totale dont on peut avoir besoin. Retenez qu'il faut un coefficient minimum d'1,5. C'est un peu comme nos coefficients de sécurité. Il faut un coefficient de 1,5.
vous voyez que le scénario ENR, ils sont à 0,5. Donc je veux dire, fermez le banc, quoi. Hein. C'est ce qu'on dit toujours, vous avez de l'électricité de temps en temps. Alors là, on arrive au résultat émission de ppm, et c'est dommage, on ne voit rien du tout, ppm et température. Alors, premier, le scénario K. Le scénario K, il fait du 2,24 degrés. Le scénario ENR, il fait du 2,17 degrés, un peu moins. Le scénario nucléaire à eau pressurisée, il fait 2,07 degrés. Et le scénario grande puissance, il fait 3 degrés. Donc, en fait, on se balade entre 2,07 et 3 degrés, minimum pour le nucléaire, maximum pour grande puissance. Et les réserves, bon, on bouffe toutes les réserves, mais ça, j'attache pas d'importance parce que je vous dis comment, comme des réserves, on en découvre tout le temps. Là, on calcule qu'on a tout consommé, mais on va apprendre qu'on en retrouve d'autres, donc c'est pas vraiment le problème. Alors, les résultats maintenant. Les résultats, alors, dans le scénario K, ben, on vient de le dire, hein, 222 degrés 27. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à 400 ppm d'atmosphère, et ça fait 1,65 degrés garanti. Ça, et ça ne marche pas en marche arrière là-dessus. Hein. Il n'y a pas de marche arrière, donc on est condamné, même si on arrêtait de respirer tout, on a nos 400 ppm dans l'atmosphère et c'est déjà plus 1,65 degrés irréversible. Alors, deuxième résultat, les ENR, donc on passe à 495 ppm, un peu plus, et on arrive à 2,33 degrés. Alors, je vous mets ici quand même le scénario ENR. Il faut 190 000 centrales de 9 MW. Ça en fait quelques-unes, hein. 190 000 centrales de 9 MW. Et il faut 100 000 km² de panneaux solaires. C'est la surface de l'Islande pour faire le scénario ENR qui n'électrifie le monde qu'à 36%. Et qui ne donne à chacun que 13 mégawatts par personne, alors qu'on en a aujourd'hui 19. Bon, donc ça mène pas loin quand même, ça va pas. Ensuite, le scénario nucléaire. Le scénario nucléaire, il fait quand même moins de gigatonnes. Hein. Là, on était à 3100 d'émis, donc c'est beaucoup trop, puisqu'il ne faudrait pas dépasser, on l'a dit tout à l'heure. Idéalement, il n'aurait pas fallu dépasser 700. On en est à 3100, et même là, on en est en nucléaire, on en est encore à 2500, ce qu'on va pas assez vite. En fait, il faudrait que demain matin, on soit à 80% d'électrification du monde pour faire quelque chose. On vit sur l'inertie, puis on va dire d'ici 2050. Ben oui, mais d'ici 2050, je ne sais pas où on sera. Hein. Et donc, la température, c'est la meilleure dans nos scénarios, elle est à 2,17. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça de gagner. Et il faut construire, tenez-vous bien, 25 000 centrales nucléaires de 1 gigawatt. Et comme on n'a que la technologie eau pressurisée pour le moment, il faudrait construire 25 000 centrales nucléaires à eau pressurisée pour mener ce scénario-là. Il y a du discours à faire à la télévision. Hein. Si on ne met pas de chiffres, on raconte n'importe quoi. Hein. Et scénario GP, bon, ben voilà, lui, il arrive à 3 degrés, comme j'ai dit tout à l'heure, 572 ppm. On émet en cumulé 5400, donc on consomme tout, les réserves actuelles, même un peu plus, mais on en trouvera. Et donc, là, gros problème de température. Donc voilà en termes de courbes. Donc là, on parle des ppm, on parle des concentrations de carbone. Donc voilà ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, 400, 1,65 degrés. Voilà en rouge le nucléaire, en vert l'ENR, ça ne change pas fondamentalement, 2,17 degrés, 2,33 degrés. En noir, le grande puissance, fossile, 3 degrés. J'ai pas remis le scénario jaune pour ne pas surcharger la slide, qui est à 2,37, c'est-à-dire il est en gros entre les deux. Quoi, là. Alors là, on était en pause, on en revient. Alors maintenant, on se dit, bon ben, j'ai bien compris, l'ENR, c'est pas valable dans la technologie actuelle, il faudrait qu'on puisse stocker l'énergie renouvelable. Et à ce moment-là, quand même, le scénario énergie renouvelable pourrait se présenter dans de meilleures conditions. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, prenons déjà les véhicules.
le transport, on a vu que c'était que 28%. Il y a aussi l'habitat et l'industrie. Alors prenons le transport. Aujourd'hui, on a 1 milliard de véhicules qui roulent sur Terre. Et on prévoit, c'est pareil, c'est pas moi, les experts disent dès 2050, mais même 2100, qu'importe, on aurait 2,5 milliards de véhicules. Ah, évidemment, à ce moment-là, tous les véhicules seront électriques, à cet horizon-là. Donc, comme il faut 80 kg de cuivre, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les véhicules électriques, au lieu de 20 kg aujourd'hui, vous voyez l'appel de besoin de cuivre. 2,5 milliards, 80 kilos. Donc voilà les besoins de cuivre d'aujourd'hui. En 1980, je ne sais pas combien j'ai mis, 2015, on ne sait rien par là, quoi. Aujourd'hui, grosso modo, et 2020, ou 2000, et là, ce qu'il faudrait en 2050 seulement. Alors, on devrait peut-être en consommer un peu moins, mais on va doubler ou davantage peut-être la tension des batteries. Et donc ça, peut-être, il y aura de l'efficacité, ça va évoluer, ça c'est à calcul aujourd'hui, c'est pour ça il faut introduire des coefficients d'efficacité énergétique. Alors, les batteries, alors j'ai calculé dans la technologie d'aujourd'hui, et dans le scénario ENR qu'on a étudié, on dit, bon, supposons qu'on stocke la moitié, on va produire 50 gigawatts, 50 000 gigawatts, supposons qu'on en stocke la moitié. En stocker la moitié, ça reviendrait grosso modo à stocker la production mondiale d'électricité d'aujourd'hui. Ça viendrait à stocker en 2100 ou 2050, qu'importe dans le futur, la production d'électricité d'aujourd'hui. Pour ça, il faudrait, dans la technologie actuelle, mais Emmanuel, qui suit ça de près, m'a toujours dit, n'attend pas trop d'évolution majeure dans la technologie des batteries. Il y en aura un peu, mais je veux dire, ça ne va pas être des coefficients multiplicateurs gigantesques. Tu m'as toujours dit ça. Oui. Bon. Donc, dans la technologie actuelle, il faudrait 7 milliards de batteries de Zoé. Il faut faire le calcul, tout ça, il faut chiffrer. 7 milliards de batteries de Zoé qui seraient utilisées 2 fois par semaine, à pleine charge, pour stocker l'énergie produite par les ENR et redistribuer en temps voulu, en fonction des besoins. C'est clair, hein? Bon, qui peut imaginer qu'on peut produire 7 milliards de batteries de Zoé? Il n'y a pas assez de métaux, il n'y a pas assez de terres rares, etc. pour le faire. Alors, les besoins en cobalt aussi. Les besoins en cobalt, je les ai mis comme ça. Voilà, le cobalt, il n'y a qu'un pays qui le produit massivement, c'est le Congo. On en est hyper dépendant. Et on va avoir si on se lance là-dedans, on a des besoins absolument faramineux qui ne peuvent pas être. C'est pour ça que démographie n'est pas compatible avec démocratie. On ne peut pas tout donner à tout le monde. Ça marche tant qu'on donne qu'à certains, mais on ne peut pas tout donner à tout le monde. Alors, solution hydrogène. L'hydrogène est en train de prendre du poil de la bête, mais à mon avis, on fait aussi une erreur dans l'hydrogène avec la pensée unique actuelle, c'est qu'on dit oui, il faut faire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire Alors d'abord, comment ça marche l'hydrogène? De l'hydrogène, il faut d'abord avoir de l'électricité pour produire de l'électricité. Mais après tout, bon, parce que ça n'existe pas dans la nature, donc il faut le produire. Donc il faut de l'électricité qui fait l'électrolyse de l'eau et qui permet de produire l'hydrogène. Et cet hydrogène, une fois qu'on l'a, on peut le stocker et ça peut attendre plus tard pour l'utiliser. Alors, à mon avis, tout ça, c'est humblement, parce qu'on a vu des gars plus compétents que nous chez Air Liquide l'autre jour, mais dire qu'on va, compte tenu de tout ce qu'on a dit sur les énergies renouvelables, les métaux, le manque de permanence, 5 investissements au lieu de 1, parce qu'ils tournent 20% du temps, je veux dire, c'est la route du gâchis. Et la route du gâchis n'est jamais la meilleure route pour vendre une bonne idée. Donc, moi, mon idée, c'est de dire, faisons des usines à hydrogène qui tournent 24 heures sur 24, pas seulement 20% du temps ou 15% du temps, des usines à hydrogène qui tournent 24 heures sur 24 autour d'un mini-réacteur nucléaire dont je vais parler tout à l'heure. Du 5, 10, 20 mégawatts, un tout petit réacteur, on fait une usine, ça gratte, ça fait de l'électricité
du matin au soir, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc ça produit de l'hydrogène autant qu'on veut. Et quel est l'investissement? L'investissement, c'est une petite centrale nucléaire, c'est peanuts. C'est peanuts, c'est saturé à 100%, c'est un investissement ultra productif et on produit une quantité massive d'hydrogène. Après, bien entendu, se pose le problème de la distribution. Ça, on ne peut pas le faire à leur place. Il faut qu'ils fassent ce qu'ont fait les pompistes et qu'on ait des cuves à hydrogène au lieu de cuves à essence avec le même degré de distribution. Et à ce moment-là, on met ça dans sa pile à combustible qui est dans sa voiture et on a de l'électricité. On a une voiture électrique. Vous avez vu dans la presse hier que Picard, là, je ne sais plus comment c'est son prénom, Franck Picard, non? Le Suisse. Franck, je crois. Franck Picard, là, le célèbre qui a fait le tour du monde avec son avion, etc. Il a fait hier, il a emmené le prince de Luxembourg, il a emmené le PDG d'Air Liquide, il a emmené Bruno Le Maire, enfin, c'était des autostoppeurs pour une partie. Il a fait 750 km, c'est le record mondial, 750 km avec un plein dans une voiture à hydrogène. Donc, mais si on démarre à dire qu'on fait de l'hydrogène avec les énergies renouvelables, on est foutu. Parce que déjà, l'investissement, il tourne à 20%. Qui c'est qui a été autorisé à faire un investissement qui ne travaillait qu'un jour par semaine? Voilà, donc on en a parlé. Il y a sûrement un problème de métaux rares aussi. Je parle à... On pourra faire une petite discussion sur ce que tu dis. Après, oui. Je ne suis pas totalement d'accord. D'accord. Bon. D'accord. En plus, tu es un expert du sujet, alors on va t'écouter. Donc, j'ai pas tellement, à Andreas, là, j'ai pas tellement calculé les matériaux là, pour la filière hydrogène, parce que je n'avais pas toutes les données. Donc, je sais qu'il y a des métaux rares, tout ça, mais je n'ai pas su le quantifier à grande échelle. Alors, le rendement, j'ai mis le rendement. Je crois que là, c'est Michel Gameau qui va peut-être pas être d'accord avec moi. J'ai mis un rendement total de la filière hydrogène à 25%. Il me semble que toi, tu dis moins que ça. Non, je dis plus que ça, je dis 33. Tu dis 33. Oui. Ah bon. C'est Emmanuel qui dit plus. Oui. Bon, voyez, moi j'ai pris 25 parce que j'ai pris 50% à ce niveau-là, à l'électrolyse, c'est ce que j'ai lu, et 50% à la pile à combustible. Donc 50 par 50, moi j'ai fait 25. Mais bon, ça peut être 30, c'est pas un sujet qui change la conclusion. Alors là, ne regardez pas le tableau parce qu'on ne peut pas le lire, mais c'est tous les origines de terres rares. L'hydrogène bleu, tu en reparles après? C'est ça que j'appelle l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est l'hydrogène produit par du nucléaire. On fait l'énergie électrique par du nucléaire et c'est le début de la filière. Alors que l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène fait à partir de renouvelables. Et moi je dis l'hydrogène vert, c'est un mauvais combat, alors que l'hydrogène bleu, ça peut être un excellent combat. C'est mon idée, mais bon. On en discutera. D'accord. Mais non, mais bien sûr. Si c'était simple, alors sûrement que ça aurait été décidé. Alors, donc, simplement pour vous dire, là, voilà ce qu'on appelle les terres rares. C'est des métaux qu'on appelle les terres rares. Il y en a une quinzaine. Et non, c'est ceux-là, les terres rares. C'est en bas. Il y en a 9, 8. Je ne dis pas les noms parce qu'on ne les connaît pas. Mais simplement noter que nous étions les leaders mondiaux des terres rares en France avec Ron Poulain qui a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et on a trouvé que ça salissait les mains de faire des terres rares. Donc on a délocalisé ça en Chine. Et aujourd'hui, 95% des terres rares de l'humanité sont produites par la Chine. Dans un bled où on est passé pas loin avec Armand, qui s'appelle Baoto, en Mongolie intérieure. Et donc toute l'humanité en terres rares dépend de la bonne volonté des Chinois d'exporter. Et là, vous avez les métaux rares. Alors les métaux rares, c'est un petit peu moins concentré. Vous avez, comme on a dit, le cobalt au Gabon. Vous avez c'est dommage qu'on lit si mal. Vous avez le cobalt au Gabon. Vous en avez, en fait, la Chine en est 50%. Les métaux rares, elles contrôlent 50%. Les autres 50%, selon les métiers, sont un peu répartis. Alors, un des métaux rares les plus importants, c'est le néodyme. Le néodyme. Et le néodyme, il y en a 100 kilos dans une éolienne.
pareil, c'est pas moi, c'est notre professeur d'université il y a 10 jours à l'IHEDN, donc qui peut parler mieux que IHEDN, hein, et qui nous a dit qu'il y a 100 kg de néodyne dans une éolienne, et évidemment le néodyne, d'où ça vient? De Chine. Non, mais Jacques, là, c'est totalement biaisé parce que dans l'éolienne, il y a un moteur électrique. Le moteur électrique, tu as 3 ou 4 technologies pour le faire. Une qui utilise des terres rares et 3 qui n'en utilisent pas. Et le raisonnement actuel, c'est avec la solution terre rare. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, d'accord, on t'écoute. Moi, j'ai un témoin, on était avec Bernard il y a 10 jours aujourd'hui, le 18, et le professeur a dit, dans les éoliennes, il y a, dans les grosses, il y a 100 kg de néodyne. Mais c'est la facilité D'accord. Des aimants permanents à néodyme. D'accord. Ah oui, Il y a d'autres solutions. d'accord. Je vais préciser très rapidement que j'ai été marchand de moteurs électriques comportant des aimants. Mmh. Il était avec ou sans néodyme. Le néodyme n'est qu'une manière d'optimiser. D'accord. Bon, allez, fermons le débat d'éodine. On n'en a pas besoin. Non, mais on n'en a pas forcément besoin. Alors, là, on en arrive à notre conclusion. Il devrait être 11h06, il est 11h30, j'ai quand même beaucoup de retard. On en arrive à nos conclusions de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a dit, les énergies renouvelables, soit je ne les stocke pas, et j'ai une impasse fonctionnelle. Ça ne marche pas. Soit je les stocke avec de l'eau des steppes, avec des batteries, avec de l'hydrogène, mais à ce moment-là, j'ai quand même un gros problème de métaux, compte tenu de la taille de stockage à faire, 24 000 TWh à stocker. Donc, c'est quand même pas un chemin particulièrement fréquentable. La France serait assez en pointe dans une nouvelle filière de batteries qui est moins peut-être performante. Solide. Non, des batteries sodium. Sodium. Au lieu d'avoir lithium-ion, c'est des sodium-ion. Oui. Elles sont moins performantes que les lithium, mais par contre, elles offrent le sodium est disponible. Moins de problématiques de métaux. Oui, mais on trouvera des trucs sûrement pour améliorer la situation. Je fais le point quand même globalement, quoi. Mais on ne va pas transformer non plus le blanc en noir et le noir en blanc, quoi. Ensuite, on avait la technologie nucléaire. Bon. Techniquement, il n'y a pas de problème. Il faut mettre nos 24 000 centrales réacteurs à eau pressurisée, avec les problèmes de fuite potentielle et des problèmes de déchets, même s'ils ne sont pas dangereux. Mais c'est plutôt un problème d'impasse sociétale, quoi. Qui c'est qui va vendre à l'humanité de mettre en place 24 000 centrales nucléaires de 1 gigawatt? C'est difficile à vendre dans le contexte actuel. Donc, moi je dis c'est aussi une impasse. Et puis on a le scénario GP, fossile, donc on a vu que, on était riche, hein, on avait doublé notre pouvoir d'achat, on avait de l'énergie, tout allait bien, sauf que quand même il y a un gros problème d'impasse climatique. Donc, conclusion, on a 4 impasses. On est face à 4 impasses. Le nucléaire, c'est possible techniquement, les autres ne sont pas possibles techniquement. Le nucléaire est possible techniquement, mais il est refusé socialement, donc c'est pratiquement la même chose. Donc, on peut pas dire ça, hein. Pardon ? Refusé socialement. Il y a des gens qui. Et ça se discute, hein. Ça se discute, mais enfin, La société manipulée. Et quand même, quand on voit la France, l'Allemagne, le Japon, même le pape, je veux dire, tout le monde dit qu'il faut fermer le nucléaire, quoi. Non, le pape, c'est la bombe. La bombe, il a parlé du nucléaire civil. Non, moi aussi, je croyais que c'était que la bombe. Non, mais je suis d'accord. C'est techniquement possible. Je dis qu'en ce moment, il y a quand même parler avec des Allemands, mais les Allemands vous feront passer sous un camion plutôt que d'accepter de faire du nucléaire. Donc, non, mais ils acceptent l'électricité nucléaire qui vient de France. Mais parce qu'il n'y a pas à court terme, parce que dans la journée, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas une stratégie, ça. C'est une réponse immédiate. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais demain, ça sera bon, acceptons. Oui, je l'ai pas mis du même niveau de rouge que les autres. Hein. Je l'ai mis d'un rouge un peu plus clair pour montrer que c'était. Hein,
que c'était pas un niet, 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 mais qu'il n'y avait pas 5 niet, qu'il y en avait que 4.